Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu de format, alors si tu as envie d'écouter un livre, si tu as envie de lire en même temps que moi, eh bien c'est parti parce que j'ai décidé de faire une lecture intégrale. Je suis allée rechercher les différentes lectures libres de droits d'auteur et mon choix s'est porté sur La Dame de Pique d'Alexandre Pouchkine parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune et que j'ai relu aussi plus tard, et c'est un des livres marquants. Donc j'avais envie de me lancer dans ce nouveau concept, sur ma chaîne en tout cas, pas dans l'absolu, et de pouvoir lire ce roman-là qui me tient à cœur. J'espère que ce format va te plaire. Je pense que ça va durer un petit moment, donc n'hésite pas à prendre une boisson ou autre, ou alors à vaquer à tes occupations pendant que tu écoutes cette lecture. En tout cas, fais ce que tu veux, mais je suis contente de passer ce moment-là avec toi. Et je vais démarrer tout de suite la lecture. Donc, La Dame de Pique. Ici, c'est une traduction de Prosper Mérimée. La Dame de Pique signifie une malveillance cachée. On jouait chez Naroumov, lieutenant aux gardes à cheval. Une longue nuit d'hiver s'était écoulée sans que personne s'en aperçût, et il était 5 heures du matin quand on servit le souper. Les gagnants se mirent à table avec grand appétit. Pour les autres, ils regardaient leurs assiettes vides. Peu à peu, néanmoins, le vin de champagne aidant, la conversation s'anima et devint générale. « Qu'as-tu fait aujourd'hui, Sourine » demanda le maître de la maison à un de ses camarades. « Comme toujours, j'ai perdu. En vérité, je n'ai pas de chance. Je joue la mirandole, vous savez, si j'ai du sang-froid. Je suis un pontin impassible, jamais je ne change mon jeu et je perds toujours. Comment, dans toute ta soirée, tu n'as pas essayé une fois de mettre sur la rouge? En vérité, ta fermeté me passe. Comment trouvez-vous Hermann? Dit un des convives en montrant un jeune officier du génie. De sa vie, ce garçon-là n'a fait un paroli ni touché une carte. Et il nous regarde jouer jusqu'à 5 heures du matin. Le jeu m'intéresse, dit Hermann, mais je ne suis pas d'humeur à risquer le nécessaire pour gagner le superflu. Hermann est allemand, il est économe, voilà tout, s'écria Tomsky. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ma grand-mère, la comtesse Anna Fedovna. Pourquoi cela, lui demandèrent ses amis. N'avez-vous pas remarqué, reprit Tomsky, qu'elle ne joue jamais? En effet, dit Naroumov, une femme de 80 ans qui ne ponde pas, cela est extraordinaire. Vous ne savez pas le pourquoi? Non, est-ce qu'il y a une raison? Ah, bien écoutez, vous saurez que ma grand-mère, il y a quelque 60 ans, alla à Paris et y fit fureur. On courait après elle pour voir la Vénus moscovite. Richelieu lui fit la cour, et ma grand-mère prétend qu'il s'en fallut peu, qu'elle ne l'obligea par ses rigueurs à se brûler la cervelle. Dans ce temps-là, les femmes jouaient au pharaon. Un soir, au jeu de la cour, elle perdit sur parole contre le duc d'Orléans, une somme très considérable. Rentrée chez elle, ma grand-mère ôta ses mouches, défit ses paniers, et dans ce costume tragique, alla conter sa mésaventure à mon grand-père en lui demandant de l'argent pour s'acquitter. Feu mon grand-père était une espèce d'intendant pour sa femme. Il la craignait comme le feu. Mais le chiffre qu'on lui avoua le fit sauter au plafond. Il s'emporta, se mit à faire ses comptes et prouva à ma grand-mère qu'en 6 mois, elle avait dépensé un demi-million. Il lui dit nettement qu'il n'avait pas à Paris ces villages des gouvernements de Moscou et de Saratov, et conclut en refusant les subsides demandés. Vous imaginez bien la fureur de ma grand-mère. Elle lui donna un soufflet et fit lit à part cette nuit-là en témoignage de son indignation. Le lendemain, elle revint à la charge. Pour la première fois de sa vie, elle voulut bien qu'on descende à des raisonnements et des explications. C'est en vain qu'elle s'efforça de démontrer à son mari qu'il y a dette et dette, et qu'il n'y a pas d'apparence d'en user avec un prince comme avec un carrossier. Toute cette éloquence fut en pure perte. Mon grand-père était inflexible. Ma grand-mère ne savait que devenir. Heureusement, elle connaissait un homme fort célèbre à cette époque. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain, dont on débite tant de merveilles? Vous savez qu'il se donnait pour une manière de juif errant, possesseur de l'élixir de vie et de la pierre philosophale? Quelques-uns se moquaient de lui comme d'un charlatan. Casanova, dans ses mémoires, dit qu'il était espion. Quoi qu'il en soit, malgré le mystère de sa vie, Saint-Germain était recherché par la bonne compagnie et était vraiment un homme aimable. Encore aujourd'hui, ma grand-mère a conservé pour lui une affection très vive, et elle se fâche, tout rouge, quand on n'en parle pas avec respect.
Elle pensait qu'il pourrait lui avancer la somme dont elle avait besoin et lui écrivit un billet pour le prier de passer chez elle. Le vieux thaumaturge accourut aussitôt et la trouva plongée dans le désespoir. En 2 mots, elle le mit au fait, lui raconta son malheur et la cruauté de son mari, ajoutant qu'elle n'avait plus d'espoir que dans son amitié et son obligeance. Saint-Germain, après quelques instants de réflexion, « Madame, dit-il, je pourrais facilement vous avancer l'argent qu'il vous faut, mais je sais que vous n'auriez de repos qu'après me l'avoir remboursé. Et je ne veux pas que vous sortiez d'un embarras pour vous jeter dans un autre. Il y a un moyen de vous acquitter. Il faut que vous regagniez cet argent. »« Mais mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus une pistole. »« Vous n'en avez pas besoin, reprit Saint-Germain, et quittez-moi seulement. » Alors il lui apprit un secret que chacun de vous, j'en suis sûr, payerait fort cher. Tous les jeunes officiers étaient attentifs. Tomsky s'arrêta pour allumer une pipe, avala une bouffée de tabac et continua de la sorte. Le soir même, ma grand-mère alla à Versailles au jeu de la reine. Le duc d'Orléans tenait la banque. Ma grand-mère lui débita une petite histoire pour s'excuser de n'avoir pas encore acquitté sa dette. Puis elle s'assit et se mit à ponter. Elle prit 3 cartes. La première gagna. Elle doubla son enjeu sur la seconde, gagna encore. Doubla sur la 3e. Bref, elle s'acquitta glorieusement. « Pur hasard, dit un des jeunes officiers. « Quel compte !» s'écria Hermann. « C'était donc des cartes préparées, dit un 3e. « Je ne le crois pas, répondit gravement Tomsky. « Comment ?» s'écria Naroumov. « Tu as une grand-mère qui sait 3 cartes gagnantes et tu n'as pas encore su te les faire indiquer ?»« Ah, c'est le diable, reprit Tomsky. Elle avait 4 fils, dont mon père était un. 3 furent des joueurs déterminés et pas un seul n'a pu lui tirer son secret, qui pourtant leur aurait fait grand bien et à moi aussi. Mais écoutez ce que m'a raconté mon oncle, le comte Ivan Ilitch, et j'ai sa parole d'honneur. Tchaplitsky, vous savez, celui qui est mort dans la misère après avoir mangé des millions. Un jour, dans sa jeunesse, perdit contre Zoritch environ 300 000 roubles. Il était au désespoir. Ma grand-mère, qui n'était guère indulgente pour les fredaines des jeunes gens, je ne sais pourquoi, faisait exception à ses habitudes en faveur de Tchaplitsky. Elle lui donna 3 cartes à jouer, l'une après l'autre, en exigeant sa parole de ne plus jouer ensuite de sa vie. Aussitôt, Tchaplitsky alla trouver Zoritch et lui demanda sa revanche. Sur la première carte, il mit 50 000 roubles. Il gagna, fit paroli. En fin de compte, avec ces 3 cartes, il s'acquitta et se trouva même en gain. Mais voilà 6 heures, ma foi, il est temps d'aller se coucher. Chacun vida son verre et l'on se sépara. Chapitre 2. La vieille comtesse Anna Fedotovna était dans son cabinet de toilette, assise devant une glace. 3 femmes de chambre l'entouraient. L'une lui présentait un pot de rouge, une autre une botte d'épingle noire, une 3e tenait un énorme bonnet de dentelle avec des rubans couleur de feu. La comtesse n'avait plus la moindre prétention à la beauté, mais elle conservait les habitudes de sa jeunesse, s'habillait à la mode d'il y a 50 ans et mettait à sa toilette tout le temps et toute la pompe d'une petite maîtresse du siècle passé. Sa demoiselle de compagnie travaillait à un métier dans l'embrasure de la fenêtre. « Bonjour, grand-maman, dit un jeune officier en entrant dans le cabinet. « Bonjour, mademoiselle Lise. Grand-maman, c'est une requête que je viens vous porter. »« Qu'est-ce que c'est, Paul ?»« Permettez-moi de vous présenter un de mes amis et de vous demander pour lui une invitation à votre bal. »« Amenez-le à mon bal et tu me le présenteras là. »« As-tu été hier chez la princesse ?»« Assurément, c'était délicieux. On a dansé jusqu'à 5 heures. Mademoiselle Eletsky était à ravir. »« Ma foi, mon cher, tu n'es pas difficile. En fait de beauté, c'est sa grand-mère, la princesse Daria Petrovna, qu'il fallait voir. Mais dis donc, elle doit être bien vieille, la princesse Daria Petrovna. »« Comment vieille ?» s'écria étourdiment Tomsky. « Il y a 7 ans qu'elle est morte. » La dame de compagnie leva la tête et fit un signe au jeune officier. Il se rappela aussitôt que la consigne était de cacher à la comtesse la mort de ses contemporains. Il se mordit la langue. Mais d'ailleurs la comtesse garda le plus beau sang-froid en apprenant que sa vieille amie n'était plus de ce monde. « Morte » dit-elle. « Tiens, je ne le savais pas. Nous avons été nommées ensemble demoiselles d'honneur, et quand nous fûmes présentées, l'impératrice... » La vieille comtesse raconta pour la 100e fois une anecdote de cette jeunes années. « Paul, dit-elle en finissant, aide-moi à me lever. »« Lysanka, où est ma tabatière ?» Et suivie de ces 3 femmes de chambre, elle passa derrière un grand paravent pour achever sa toilette.
Tomsky demeurait en tête-à-tête avec la demoiselle de compagnie. « Quel est ce monsieur que vous voulez présenter à madame » demanda à voix basse Lizaveta Ivanovna. « Naroumov, vous le connaissez ?»« Non. Est-il militaire ?»« Oui. »« Dans le génie ?»« Non, dans les chevaliers-gardes. »« Pourquoi donc croyez-vous qu'il était dans le génie ?» La demoiselle de compagnie sourit, mais ne répondit pas. « Paul !» cria la comtesse de derrière son paravent. « Envoie-moi un roman nouveau, n'importe quoi. Seulement vois-tu, pas dans le goût d'aujourd'hui. »« Comment vous le faut-il, grand-maman ?»« Un roman où le héros n'étrangle ni père ni mère et où il n'y a pas de noyés. Rien ne me fait plus de peur que les noyés. »« Où trouver à présent un roman de cette espèce ? En voudriez-vous un russe ? » ?»« Bah, est-ce qu'il y a des romans russes ? Tu m'en enverras un, n'est-ce pas ? Tu ne l'oublieras pas. »« Je n'y manquerai pas. Adieu, grand-maman, je suis bien pressée. »« Adieu, Lizaveta Ivanovna. Pourquoi donc vouliez-vous que Naroumov fût dans le génie ?» Et Tomsky sortit du cabinet de toilette. Lizaveta Ivanovna, restée seule, reprit sa tapisserie et s'assit dans l'embrasure de la fenêtre. Aussitôt, dans la rue, à l'angle d'une maison voisine, parut un jeune officier. Sa présence fit aussitôt rougir jusqu'aux oreilles la demoiselle de compagnie. Elle baissa la tête et la cacha presque sous son canevas. En ce moment, la comtesse rentra, complètement habillée. « Lisanka, dit-elle, fais atteler. Nous allons faire un tour de promenade. » Lizaveta se leva aussitôt et se mit à ranger sa tapisserie. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Petite, es-tu sourde ? Va dire qu'on attelle tout de suite. »« J'y vais, répondit la demoiselle de compagnie, et elle courut dans l'antichambre. Un domestique entra, apportant des livres de la part du prince Paul Alexandrovitch. « Bien des remerciements. Lisanka !»« Lisanka, où court-elle comme cela ?»« J'allais m'habiller, madame. »« Nous avons le temps, petite, assieds-toi. Prends le premier volume et lis-moi. » La demoiselle de compagnie prit le livre et lut quelques lignes. « Plus haut, dit la comtesse. Qu'as-tu donc ? Est-ce que tu es enrouée ? Attends, approche-moi ce tabouret. Plus près. Bon. » Lizaveta Ivanovna lut encore 2 pages. La comtesse bâilla. « Jette cet ennuyeux livre, dit-elle, quel fatras ! Renvoie cela au prince Paul et fais-lui bien mes remerciements. Et cette voiture, est-ce qu'elle ne viendra pas ? La voici, répondit Lizaveta Ivanovna, en regardant par la fenêtre. Eh bien, tu n'es pas habillée. Ils font donc toujours t'attendre, c'est insupportable. Lizaveta courut à sa chambre. Il y était depuis 2 minutes à peine que la comtesse sonnait de toute sa force. Ces 3 femmes de chambre entraient par une porte et le valet de chambre par une autre. « On ne m'entend donc pas, à ce qu'il paraît !» s'écria la comtesse. « Qu'on aille dire à Lizaveta Ivanovna que je l'attends. » Elle entrait en ce moment avec une robe de promenade et un chapeau. « Enfin, mademoiselle, dit la comtesse, mais quelle toilette est-ce là ? Pourquoi cela ? À qui en veux-tu ? Voyons, quel temps fait-il ? Il fait du vent, je crois. »« Non, Excellence, dit le valet de chambre. Au contraire, il fait bien doux. »« Vous ne savez jamais ce que vous dites. Ouvrez-moi le vasisdas. »« Je le disais bien. Un vent affreux. Un froid glacial. Qu'ont des-elles ? Lisanka, ma petite, nous ne sortirons pas. Ce n'était pas la peine de te faire si belle. »« Quelle existence !» se dit tout bas la demoiselle de compagnie. En effet, Lizaveta Ivanovna était une bien malheureuse créature. « Il est amer, le pain de l'étranger, dit Dante. Elle est haute à franchir, la pierre de son seuil. » Mais qui pourrait dire les ennuis d'une pauvre demoiselle de compagnie auprès d'une vieille femme de qualité ? Pourtant, la comtesse n'était pas méchante, mais elle avait tous les caprices d'une femme gâtée par le monde. Elle était avare, personnelle, égoïste, comme celle qui, depuis longtemps, avait cessé de jouer un rôle actif dans la société. Jamais elle ne manquait au bal, et là, fardée, vêtue à la mode antique, elle se tenait dans un coin et semblait placée exprès pour servir d'épouvantail. Chacun, en entrant, allait lui faire un profond salut. Mais la cérémonie terminée, personne ne lui adressait plus la parole. Elle recevait chez elle toute la ville, observant l'étiquette dans sa rigueur, et ne pouvant mettre les noms sur les figures. Ses nombreux domestiques, engraissés et blanchis dans son antichambre, ne faisaient que ce qu'ils voulaient. Et cependant, tout chez elle était au pillage, comme si déjà la mort fût entrée dans sa maison. Lizaveta Ivanovna passait sa vie dans un supplice continuel. Elle servait le thé et on lui reprochait le sucre gaspillé. Elle lisait des romans à la comtesse qui la rendaient responsable de toutes les sottises des auteurs. Elle accompagnait la noble dame dans ses promenades et c'était à elle qu'on s'en prenait du mauvais pavé et du mauvais temps. Ses appointements, plus que modestes, n'étaient jamais régulièrement payés. Et l'on exigeait qu'elle s'habillait comme tout le monde, c'est-à-dire comme fort peu de gens.
Dans la société, son rôle était aussi triste. Tous la connaissaient, personne ne la distinguait. Au bal, elle dansait, mais seulement lorsqu'on avait besoin d'un vis-à-vis. Les femmes venaient la prendre par la main et l'emmenaient hors du salon quand il fallait arranger quelque chose à leur toilette. Elle avait de l'amour-propre et sentait profondément la misère de sa position. Elle attendait avec impatience un libérateur pour briser ses chaînes. Mais les jeunes gens, prudents au milieu de l'étourderie affectée, se gardaient bien de l'honorer de leurs attentions. Et cependant, Lisabeta Ivanovna était 100 fois plus jolie que ces demoiselles, ou effrontées ou stupides, qu'ils entouraient de leurs hommages. Plus d'une fois, quittant le luxe et l'ennui du salon, elle allait s'enfermer seule dans sa petite chambre meublée d'un vieux paravent, d'un tapis rapiécé, d'une commode, d'un petit miroir et d'un lit en bois peint. Là, elle pleurait tout à son aise, à la lueur d'une chandelle de suif dans un chandelier de laiton. Une fois, c'était 2 jours après la soirée chez Naroumov et 1 semaine avant la scène que nous venons d'esquisser. Un matin, Lisabeta était assise à son métier devant la fenêtre, quand, promenant un regard distrait dans la rue, elle aperçut un officier du génie. Immobile, les yeux fixés sur elle. Elle baissa la tête et se mit à son travail avec un redoublement d'application. Au bout de 5 minutes, elle regarda machinalement dans la rue. L'officier était à la même place. N'ayant pas l'habitude de coqueter avec les jeunes gens qui passaient sous ses fenêtres, elle demeura les yeux fixés sur son métier pendant près de 2 heures, jusqu'à ce que l'on vînt l'avertir pour dîner. Alors il fallut se lever et ranger ses affaires. Et pendant ce temps, elle revit l'officier à la même place. Cela lui sembla fort étrange. Après le dîner, elle s'approcha de la fenêtre avec une certaine émotion. Mais l'officier du génie n'était plus dans la rue. Elle cessa d'y penser. 2 jours après, sur le point de monter en voiture avec la comtesse, elle le revit planté droit devant la porte, la figure à demi cachée par un collet de fourrure, mais ses yeux noirs étincelaient sous son chapeau. Lisabeta eut peur, sans trop savoir pourquoi, et s'assit en tremblant dans la voiture. De retour à la maison, elle courut à la fenêtre avec un battement de cœur. L'officier était à sa place habituelle, fixant sur elle un regard ardent. Aussitôt, elle se retira, mais brûlante de curiosité et en proie à un sentiment étrange qu'elle éprouvait pour la première fois. Depuis lors, il ne passa pas de jour que le jeune ingénieur ne vint rôder sous sa fenêtre. Bientôt, entre elle et lui s'établit une connaissance muette. Assise à son métier, elle avait le sentiment de sa présence. Elle relevait la tête et chaque jour le regardait plus longtemps. Le jeune homme semblait plein de reconnaissance pour cette innocente faveur. Elle voyait avec ce regard profond et rapide de la jeunesse qu'une vive rougeur couvrait les joues pâles de l'officier, chaque fois que leurs yeux se rencontraient. Au bout d'1 semaine, elle se prit à lui sourire. Lorsque Tomsky demanda à sa grand-mère la permission de lui présenter un de ses amis, le cœur de la jeune fille battit très fort, et lorsqu'elle sut que Naroumov était dans les gardes à cheval, elle se repentit cruellement d'avoir compromis son secret en le livrant à un étourdi. Hermann était le fils d'un Allemand établi en Russie, qui lui avait laissé un petit capital. Fermement résolu à conserver son indépendance, il s'était fait une loi de ne pas toucher à ses revenus, vivait de sa solde et ne se passait pas la moindre fantaisie. Il était peu communicatif, ambitieux, et sa réserve fournissait rarement à ses camarades l'occasion de s'amuser à ses dépens. Sous un calme d'emprunt, il cachait des passions violentes, une imagination désordonnée, mais il était toujours maître de lui et avait su se préserver des égarements ordinaires de la jeunesse. Ainsi, né joueur, jamais il n'avait touché une carte, parce qu'il comprenait que sa position ne lui permettait pas, il le disait lui-même, de sacrifier le nécessaire dans l'espérance d'acquérir le superflu. Et cependant, il passait des nuits entières devant un tapis vert, suivant avec une anxiété fébrile les chances rapides du jeu. L'anecdote des 3 cartes du comte de Saint-Germain avait fortement frappé son imagination, et toute la nuit il ne fit qu'y penser. Si pourtant, se disait-il le lendemain soir, en se promenant dans les rues de Pétersbourg, si la vieille comtesse me confiait son secret, si elle voulait seulement me dire 3 cartes gagnantes, il faut que je me fasse présenter, que je gagne sa confiance, que je lui fasse la cour. Oui, elle a 87 ans. Elle peut mourir cette semaine, demain peut-être. D'ailleurs, cette histoire, y a-t-il un mot de vrai là-dedans? Non, l'économie, la tempérance, le travail, voilà mes 3 cartes gagnantes. C'est avec elles que je doublerai, que je décuplerai mon capital. Ce sont elles qui m'assureront l'indépendance et le bien-être.
Rêvant de la sorte, il se trouva dans une des grandes rues de Pétersbourg, devant une maison d'assez vieille architecture. La rue était encombrée de voitures, défilant une à une devant une façade splendidement illuminée. Il voyait sortir de chaque portière ouverte tantôt le petit pied d'une jeune femme, tantôt la botte à l'écuyère d'un général. Cette fois, un bas à jour, cette autre, un soulier diplomatique. Pelisse et manteau passaient en procession devant un Suisse gigantesque. Hermann s'arrêta. « À qui cette maison ?» demanda-t-il à un garde de nuit, Boudochnik rancogné dans sa guérite. « À la comtesse. C'était la grand-mère de Tomsky. Hermann tressaillit. L'histoire des 3 cartes se représenta à son imagination. Il se mit à tourner autour de la maison, pensant à la femme qui l'occupait, à sa richesse, à son pouvoir mystérieux. De retour enfin dans son taudis, il fut longtemps avant de s'endormir. Et lorsque le sommeil s'empara de ses sens, il vit danser devant ses yeux des cartes, un tapis vert, des tas de ducats et de billets de banque. Il se voyait faisant paroli sur paroli, gagnant toujours, empochant des piles de ducats et bourrant son portefeuille de billets. À son réveil, il soupira de ne plus trouver ses trésors fantastiques. Et pour se distraire, il alla de nouveau se promener par la ville. Bientôt, il fut en face de la maison de la comtesse. Une force invincible l'entraînait. Il s'arrêta et regarda aux fenêtres. Derrière une vitre, il aperçut une jeune tête avec de beaux cheveux noirs, penchée gracieusement sur un livre, sans doute, ou sur un métier. La tête se releva. Il vit un frais visage et des yeux noirs. Cet instant-là décida de son sort. Chapitre 3. Lisabeta Ivanovna ôtait son châle et son chapeau quand la comtesse l'envoya chercher. Elle venait de faire remettre les chevaux à la voiture. Tandis qu'à la porte de la rue, 2 laquais hissaient la vieille dame à grand-peine sur le marchepied, Lisabeta aperçut le jeune officier tout auprès d'elle. Elle sentit qu'il lui saisissait la main. La peur lui fit perdre la tête, et l'officier avait déjà disparu, lui laissant un papier entre les doigts. Elle se hâta de le cacher dans son gant. Pendant toute la route, elle ne vit et n'entendit rien. En voiture, la comtesse avait l'habitude de faire sans cesse des questions. « Qui est cet homme qui nous a salués ? Comment s'appelle ce pont ? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette enseigne ?» Lisabeta répondait toute travers et se fit gronder par la comtesse. « Qu'as-tu donc aujourd'hui, petite ? À quoi penses-tu donc ? Eh bien, est-ce que tu ne m'entends pas ? Je ne grasseille pourtant pas, et je n'ai pas encore perdu la tête, hein ?» Lisabeta ne l'écoutait pas. De retour à la maison, elle courut s'enfermer dans sa chambre et tira la lettre de son gant. Elle n'était pas cachetée et par conséquent, il était impossible de ne pas la lire. La lettre contenait des protestations d'amour. Elle était tendre, respectueuse et mot pour mot traduite d'un roman allemand. Mais Lisabeta ne savait pas l'allemand et elle en fut fort contente. Seulement elle se trouvait bien embarrassée. Pour la première fois de sa vie, elle avait un secret. Être en correspondance avec un jeune homme. Sa témérité la faisait frémir. Elle se reprochait son imprudence et ne savait quel parti prendre. Cesser de travailler à la fenêtre et, à force de froideur, dégoûter le jeune officier de sa poursuite, lui renvoyer sa lettre, lui répondre d'une manière ferme et décidée. À quoi se résoudre ? Elle n'avait ni ami ni conseiller. Elle se résolut à répondre. Elle s'assit à sa table, prit du papier et une plume et médita profondément. Plus d'une fois, elle commença une phrase, puis déchira la feuille. Le billet était tantôt trop sec, tantôt il manquait d'une juste réserve. Enfin, à grand-peine, elle réussit à composer quelques lignes dont elle fut satisfaite. « Je crois, écrivait-elle, que vos intentions sont celles d'un galant homme et que vous ne voudriez pas m'offenser par une conduite irréfléchie. Mais vous comprendrez que notre connaissance ne peut commencer de la sorte. Je vous renvoie votre lettre et j'espère que vous ne me donnerez pas lieu de regretter mon imprudence. » Le lendemain, aussitôt qu'elle aperçut Hermann, elle quitta son métier, passa dans le salon, ouvrit le vasistas et jeta la lettre dans la rue, comptant bien que le jeune officier ne la laisserait pas s'égarer. En effet, Hermann la ramassa aussitôt et entra dans une boutique de confiseur pour la lire. N'y trouvant rien de décourageant, il rentra chez lui assez content du début de son intrigue amoureuse. Quelques jours après, une jeune personne aux yeux fort éveillés vint demander à parler à mademoiselle Lisabeta de la part d'une marchande de mode. Lisabeta ne la reçut pas sans inquiétude, prévoyant quelques mémoires arriérés. Mais sa surprise fut grande lorsqu'en ouvrant un papier qu'on lui remit, elle reconnut l'écriture de Hermann. « Vous vous trompez, mademoiselle, cette lettre n'est pas pour moi. »
vous demande bien pardon, répondit la modiste, avec un sourire malin. Prenez donc la peine de le lire. Lisabetta y jeta les yeux. Hermann demandait un entretien. C'est impossible, s'écria-t-elle, effrayée et de la hardiesse de la demande et de la manière dont elle lui était transmise. Cette lettre n'est pas pour moi. Et elle la déchira en 1000 morceaux. Si cette lettre n'est pas pour vous, mademoiselle, pourquoi la déchirez-vous ? Reprit la modiste. Il fallait la renvoyer à la personne à qui elle était destinée. Mon Dieu, ma bonne, excusez-moi, dit Lisabetta toute déconcertée. Ne m'apportez plus jamais de lettres, je vous en prie, et dites à celui qui vous envoie qu'il devrait rougir de son procédé. Mais Hermann n'était pas homme à lâcher prise. Chaque jour, Lisabetta recevait une lettre nouvelle, arrivant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, ce n'était plus des traductions de l'allemand qu'on lui envoyait. Hermann écrivait sous l'empire d'une passion violente et parlait une langue qui était bien la sienne. Lisabetta ne put tenir contre ce torrent d'éloquence. Elle reçut les lettres de bonne grâce et bientôt y répondit. Chaque jour, ses réponses devenaient plus longues et plus tendres. Enfin, elle lui jeta par la fenêtre le billet suivant. Aujourd'hui, il y a bal chez l'ambassadeur de... La comtesse y va. Nous y resterons jusqu'à 2 heures. Voici comment vous pourrez me voir sans témoin. Dès que la comtesse sera partie vers 11 heures, ces gens ne manqueront pas de s'éloigner. Il ne restera que le Suisse dans le vestibule, et il est presque toujours endormi dans son tonneau. Entrez dès que 11 heures sonneront, et aussitôt, montez rapidement l'escalier. Si vous trouvez quelqu'un dans l'antichambre, vous demanderez si la comtesse est chez elle. On vous répondra qu'elle est sortie, et alors il faudra bien se résigner à partir. Mais très probablement, vous ne rencontrerez personne. Les femmes de la comtesse sont toutes ensemble dans une chambre éloignée. Arrivez dans l'antichambre, prenez à gauche, et allez tout droit devant vous, jusqu'à ce que vous soyez dans la chambre à coucher de la comtesse. Là, derrière un grand paravent, vous trouverez 2 portes. Celle de droite ouvre dans un cabinet noir, celle de gauche donne dans un corridor au bout duquel est un petit escalier tournant. Il mène à ma chambre. Hermann frémissait, comme un tigre à l'affût, en attendant l'heure du rendez-vous. Dès 10 heures, il était en faction devant la porte de la comtesse. Il faisait un temps affreux. Les vents étaient déchaînés, la neige tombait à larges flocons. Les réverbères ne jetaient qu'une lueur incertaine. Les rues étaient désertes. De temps en temps, passait un fiacre fouettant une rosse maigre et cherchant à découvrir un passant attardé. Couvert d'une mince redingote, Hermann ne sentait ni le vent, ni la neige. Enfin parut la voiture de la comtesse. Il vit 2 grands laquais prendre par-dessous les bras ce spectre cassé et le déposer sur les coussins, bien empaqueté dans une énorme pelisse. Aussitôt après, enveloppée d'un petit manteau, la tête couronnée de fleurs naturelles, Lisabetta s'élança comme un trait dans la voiture. La portière se ferma et la voiture roula sourdement sur la neige molle. Le Suisse ferma la porte de la rue. Les fenêtres du premier étage devinrent sombres. Le silence régna dans la maison. Hermann se promenait de long en large. Bientôt, il s'approcha d'un réverbère et regarda à sa montre. 11h moins 20. Appuyé contre le réverbère, les yeux fixés sur l'aiguille, il comptait avec impatience les minutes qui restaient. À 11h juste, Hermann montait les degrés, ouvrait la porte de la rue, entrait dans le vestibule, en ce moment fort éclairé. Oh bonheur, point de Suisse! D'un pas ferme et rapide, il franchit l'escalier en un clin d'œil et se trouva dans l'antichambre. Là, devant une lampe, un valet de pied dormait étendu dans une vieille bergère toute crasseuse. Hermann passa prestement devant lui et traversa la salle à manger et le salon, où il n'y avait pas de lumière. La lampe de l'antichambre lui servait à se guider. Le voilà enfin dans la chambre à coucher. Devant l'armoire sainte, remplie de vieilles images, brûlait une lampe d'or. Des fauteuils dorés, des divans aux couleurs passées et aux coussins moelleux étaient disposés symétriquement le long des murailles tendues de soieries de la Chine. On remarquait d'abord 2 grands portraits peints par Madame Lebrun. L'un représentait un homme de 40 ans, gros et haut en couleur, en habit vert clair, avec une plaque sur la poitrine. Le second portrait était celui d'une jeune élégante, le nez aquilin, les cheveux relevés sur les tempes, avec de la poudre et une rose sur l'oreille. Dans tous les coins, on voyait des bergers en porcelaine de Saxe, des vases de toutes formes, des pendules de Leroy, des paniers, des éventails et les 1000 joujoux à l'usage des dames, grande découverte du siècle dernier, contemporaine des ballons de Montgolfier et du magnétisme de Mesmer. Hermann passa derrière le paravent, qui cachait un petit lit en fer. Il aperçut les 2 portes.
À droite, celle du cabinet noir. À gauche, celle du corridor. Il ouvrit cette dernière, vit le petit escalier qui conduisait chez la pauvre demoiselle de compagnie, puis il referma cette porte et entra dans le cabinet noir. Le temps s'écoulait lentement. Dans la maison, tout était tranquille. La pendule du salon sonna minuit et le silence recommença. Hermann était debout, appuyé contre un poêle sans feu. Il était calme. Son cœur battait par pulsations bien égales, comme celui d'un homme déterminé à braver tous les dangers qui s'offriront à lui, parce qu'il les sait inévitables. Il entendit sonner 1 heure, puis 2 heures, puis bientôt, après le roulement lointain d'une voiture. Alors il se sentit ému malgré lui. La voiture approcha rapidement et s'arrêta. Grand bruit, aussitôt de domestiques courant dans les escaliers, des voix confuses. Tous les appartements s'illuminent et 3 vieilles femmes de chambre entrent à la fois dans la chambre à coucher. Enfin, paraît la comtesse, momie ambulante, qui se laisse tomber dans un grand fauteuil à la Voltaire. Hermann regardait par une fente. Il vit Elisabetta passer tout contre lui et il entendit son pas précipité dans le petit escalier tournant. Au fond du cœur, il sentit bien quelque chose comme un remords, mais cela passa. Son cœur redevint de pierre. La comtesse se mit à se déshabiller devant un miroir. On lui ôta sa coiffure de rose et on sépara sa perruque poudrée de ses cheveux à elle, tout ras et tout blancs. Les épingles tombaient en pluie autour d'elle. Sa robe jaune, lamée d'argent, glissa jusqu'à ses pieds gonflés. Hermann assista malgré lui à tous les détails peu ragoûtants d'une toilette de nuit. Enfin, la comtesse demeura en peignoir et en bonnet de nuit. En ce costume plus convenable à son âge, elle était un peu moins effroyable. Comme la plupart des vieilles gens, la comtesse était tourmentée par des insomnies. Après s'être déshabillée, elle fit rouler son fauteuil dans l'embrasure d'une fenêtre et congédia ses femmes. On éteignit les bougies et la chambre ne fut plus éclairée que par la lampe qui brûlait devant les saintes images. La comtesse, toute jaune, toute ratatinée, les lèvres pendantes, se balançait doucement à droite et à gauche. Dans ses yeux ternes, on lisait l'absence de la pensée. Et en la regardant se brandiller ainsi, on eût dit qu'elle ne se mouvait pas par l'action de la volonté, mais par quelque mécanisme secret. Tout à coup, ce visage de mort changea d'expression. Les lèvres cessèrent de trembler, les yeux s'animèrent. Devant la comtesse, un inconnu venait de paraître. C'était Hermann. « N'ayez pas peur, madame, dit Hermann à voix basse, mais en accentuant bien ces mots. Pour l'amour de Dieu, n'ayez pas peur. Je ne veux pas vous faire le moindre mal. Au contraire, c'est une grâce que je viens implorer de vous. » La vieille le regardait en silence, comme si elle ne comprenait pas. Il crut qu'elle était sourde, et se penchant à son oreille, il répéta son exorde. La comtesse continua à garder le silence. « Vous pouvez, continua Hermann, assurer le bonheur de toute ma vie, et sans qu'il vous en coûte rien. Je sais que vous pouvez me dire 3 cartes qui... » Hermann s'arrêta. La comtesse comprit sans doute ce qu'on voulait d'elle. Peut-être cherchait-elle une réponse. Elle dit « C'était une plaisanterie, je vous le jure, une plaisanterie. » « Non, madame, répliqua Hermann, d'un ton colère, souvenez-vous de Tchaplitsky, que vous fîtes gagner. » La comtesse parut troublée. Un instant, ses traits exprimèrent une vive émotion. Mais bientôt, ils reprirent une immobilité stupide. « Ne pouvez-vous pas, dit Hermann, m'indiquer 3 cartes gagnantes ?» La comtesse se taisait. Il continua. « Pourquoi gardez-vous ce secret? Pour vos petits-fils? Ils sont riches sans cela. Ils ne savent pas le prix de l'argent. À quoi leur serviraient vos 3 cartes? Ce sont des débauchés. Celui qui ne sait pas garder son patrimoine mourra dans l'indigence, eût-il la science des bons à ses ordres. Je suis un homme rangé, moi, je connais le prix de l'argent. Vos 3 cartes ne seront pas perdues pour moi. Allons !» Il s'arrêta, attendant une réponse en tremblant. La comtesse ne disait mot. Hermann se mit à genoux. Si votre cœur a jamais connu l'amour, si vous vous rappelez ces douces extases, si vous avez jamais souri au cri d'un nouveau-né, si quelque sentiment humain a jamais fait battre votre cœur, je vous en supplie, par l'amour d'un époux, d'un amant, d'une mère, et par tout ce qu'il y a de saint dans la vie, ne rejetez pas ma prière. Révélez-moi votre secret. Voyons, peut-être se lie-t-il à quelque péché terrible, à la perte de votre bonheur éternel? N'auriez-vous pas fait quelque pacte diabolique? Pensez-y, vous êtes bien âgé, vous n'avez plus longtemps à vivre. Je suis prêt à prendre sur mon âme tous vos péchés, à en répondre seul devant Dieu. Dites-moi votre secret.
Songez que le bonheur d'un homme se trouve entre vos mains, que non seulement moi, mais mes enfants, mes petits-enfants, nous bénirons tous votre mémoire et vous vénérerons comme une sainte. » La vieille comtesse ne répondit pas à un mot. Hermann se releva. « Maudite vieille !» s'écria-t-il en grinçant des dents. « Je saurais bien te faire parler !» Et il tira un pistolet de sa poche. À la vue du pistolet, la comtesse, pour la seconde fois, montra une vive émotion. Sa tête branla plus fort, elle étendit ses mains comme pour écarter l'arme, puis tout d'un coup, se renversant en arrière, elle demeura immobile. « Allons, cessez de faire l'enfant, dit Hermann, en lui saisissant la main. « Je vous adjure pour la dernière fois. Voulez-vous me dire vos 3 cartes, oui ou non ?» La comtesse ne répondit pas. Hermann s'aperçut qu'elle était morte. Chapitre 4. Lisabeta Ivanovna était assise dans sa chambre, encore en toilette de bal, plongée dans une profonde méditation. De retour à la maison, elle s'était hâtée de congédier sa femme de chambre, en lui disant qu'elle n'avait besoin de personne pour se déshabiller, et elle était montée dans son appartement, tremblant d'y trouver Hermann, désirant de même de l'y pas trouver. Du premier coup d'œil, elle s'assura de son absence et remercia le hasard qui avait fait manquer leur rendez-vous. Elle s'assit toute pensive, sans songer à changer de toilette, et se mit à repasser dans sa mémoire toutes les circonstances d'une liaison commencée depuis si peu de temps et qui pourtant l'avait déjà menée si loin. 3 semaines s'étaient à peine écoulées depuis que de sa fenêtre, elle avait aperçu le jeune officier, et déjà elle le lui avait écrit, et il avait réussi à obtenir d'elle un rendez-vous la nuit. Elle savait son nom, voilà tout. Elle en avait reçu quantité de lettres, mais jamais il ne lui avait adressé la parole. Elle ne connaissait pas le son de sa voix. Jusqu'à ce soir-là même, chose étrange, elle n'avait jamais entendu parler de lui. Ce soir-là, Tomsky, croyant s'apercevoir que la jeune princesse Pauline, auprès de laquelle il était fort assidu, coquetait contre son habitude avec un autre que lui, avait voulu s'en venger en faisant parade d'indifférence. Dans ce beau dessein, il avait invité Lisabeta pour une interminable mazurka. Il lui fit force plaisanterie sur sa partialité pour les officiers de l'arme du génie, et tout en feignant d'en savoir beaucoup plus qu'il n'en disait, il arriva que quelques-unes de ces plaisanteries tombèrent si justes que plus d'une fois Lisabeta put croire que son secret était découvert. « Mais enfin, dit-elle en souriant, de qui tenez-vous tout cela ?»« D'un ami de l'officier que vous savez, d'un homme très original. »« Et quel est cet homme si original ?»« Il s'appelle Hermann. » Elle ne répondit rien, mais elle sentit ses mains et ses pieds se glacer. « Hermann est un héros de roman, continua Tomsky. Il a le profil de Napoléon et l'âme de Méphistophélès. Je crois qu'il a au moins 3 crimes sur la conscience. Comme vous êtes pâle. J'ai la migraine. Eh bien, que vous a dit ce monsieur Hermann? N'est-ce pas ainsi que vous l'appelez? Hermann est très mécontent de son ami, de l'officier du génie que vous connaissez. Il dit qu'à sa place, il en userait autrement. Et puis je parierais que Hermann a des projets sur vous. Du moins, il paraît écouter avec un intérêt fort étrange les confidences de son ami. Et où m'a-t-il vu? À l'église peut-être, à la promenade, Dieu sait où, peut-être dans votre chambre pendant que vous dormiez, il est capable de tout. En ce moment, 3 dames s'avançant, selon les us de la mazurka, pour l'inviter à choisir entre oubli ou regret, interrompirent une conversation qui excitait douloureusement la curiosité de Lisabeta Ivanovna. La dame, qui en vertu de ses infidélités que la mazurka autorise, venait d'être choisie par Tomsky, était la princesse Pauline. Il y eut entre eux une grande explication pendant les évolutions répétées que la figure les obligeait à faire, et la conduite très lente jusqu'à la chaise de la dame. De retour auprès de sa danseuse, Tomsky ne pensait plus ni à Hermann, ni à Lisabeta Ivanovna. Elle essaya vainement de continuer la conversation, mais la mazurka finit, et aussitôt après, la vieille comtesse se leva pour sortir. Les phrases mystérieuses de Tomsky n'étaient autre chose que des platitudes à l'usage de la mazurka, mais elles étaient entrées profondément dans le cœur de la pauvre demoiselle de compagnie. Le portrait ébauché par Tomsky lui parut d'une ressemblance frappante, et grâce à son érudition romanesque, elle voyait dans le visage assez insignifiant de son adorateur de quoi la charmer et l'effrayer tout à la fois. Elle était assise, les mains dégantées, les épaules nues, sa tête parée de fleurs tombait sur sa poitrine. Quand tout à coup, la porte s'ouvrit et Hermann entra. Elle tressaillit. « Où étiez-vous » lui demanda-t-elle toute tremblante. «
Dans la chambre à coucher de la comtesse, répondit Hermann. Je la quitte à l'instant, elle est morte. Mon Dieu, que dites-vous? Et je crains, continua-t-il, d'être cause de la mort. Lisabeta Ivanovna le regardait tout effarée, et la phrase de Tomsky lui revint à la mémoire. Il a au moins 3 crimes sur la conscience. Hermann s'assit auprès de la fenêtre et lui raconta tout. Elle l'écouta avec épouvante. Ainsi, ces lettres si passionnées, ces expressions brûlantes, cette poursuite si hardie, si obstinée, tout cela, l'amour ne l'avait pas inspiré. L'argent seul, voilà ce qui enflammait son âme. Elle qui n'avait que son cœur à lui offrir, pouvait-elle le rendre heureux? Pauvre enfant, elle avait été l'instrument aveugle d'un voleur, du meurtrier de sa vieille bienfaitrice. Elle pleurait amèrement dans l'agonie de son repentir. Hermann la regardait en silence, mais ni les larmes de l'infortuné, ni sa beauté rendue plus touchante par la douleur ne pouvaient ébranler cette âme de fer. Il n'avait pas un remords en songeant à la mort de la comtesse. Une seule pensée le déchirait, c'était la perte irréparable du secret dont il avait attendu sa fortune. « Mais vous êtes un monstre !» s'écria Lisabeta, après un long silence. « Je ne voulais pas la tuer, répondit-il froidement. Mon pistolet n'était pas chargé. » Ils demeurèrent longtemps sans se parler, sans se regarder. Le jour venait. Lisabeta éteignit la chandelle qui brûlait dans la bobèche. La chambre s'éclaira d'une lumière blafarde. Elle essuya ses yeux noyés de pleurs et les leva sur Hermann. Il était toujours près de la fenêtre, les bras croisés, fronçant le sourcil. Dans cette attitude, il lui rappela involontairement le portrait de Napoléon. Cette ressemblance l'accabla. « Comment vous faire sortir d'ici » lui dit-elle enfin. « Je pensais à vous faire sortir par l'escalier dérobé, mais il faudrait passer par la chambre de la comtesse, et j'ai trop peur. Dites-moi seulement où je trouverai cet escalier dérobé. J'irai bien seule. » Elle se leva, chercha dans un tiroir une clé qu'elle remit à Hermann, en lui donnant tous les renseignements nécessaires. Hermann prit sa main glacée, déposa un baiser sur son front qu'elle baissait et sortit. Il descendit l'escalier tournant et entra dans la chambre de la comtesse. Elle était assise dans son fauteuil, toute raide. Les traits de son visage n'étaient point contractés. Il s'arrêta devant elle et la contempla quelque temps, comme pour s'assurer de l'effrayante réalité. Puis il entra dans le cabinet noir et, en tâtant la tapisserie, découvrit une petite porte qui ouvrait sur un escalier. En descendant, d'étranges idées lui vinrent en tête. Par cet escalier, se disait-il, il y a quelque 60 ans, à pareille heure, sortant de cette chambre à coucher en habit brodé, coiffé à l'oiseau royal, serrant son chapeau à 3 cornes contre sa poitrine, on aurait pu surprendre quelque galant enterré depuis de longues années. Et aujourd'hui même, le cœur de sa vieille maîtresse a cessé de battre. Au bout de l'escalier, il trouva une autre porte que sa clé ouvrit. Il entra dans un corridor et bientôt il gagna la rue. Chapitre 5. 3 jours après cette nuit fatale, à 9 heures du matin, Hermann entrait dans le couvent où l'on devait rendre les derniers devoirs à la dépouille mortelle de la vieille comtesse. Il n'avait pas de remords, et cependant il ne pouvait se dissimuler qu'il était l'assassin de cette pauvre femme. N'ayant pas de foi, il avait, selon l'ordinaire, beaucoup de superstitions. Persuadé que la comtesse morte pouvait exercer une maligne influence sur sa vie, il s'était imaginé qu'il apaiserait ses mânes en assistant à ses funérailles. L'église était pleine de monde, et il eut beaucoup de peine à trouver place. Le corps était disposé sur un riche catafalque sous un baldaquin de velours. La comtesse était couchée dans sa bière, les mains jointes sur la poitrine, avec une robe de satin blanc et des coiffes de dentelle. Autour du catafalque, la famille était réunie. Les domestiques, en cafetan noir, avec un nœud de ruban armorié sur l'épaule, un cierge à la main. Les parents, en grand deuil, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Personne ne pleurait. Les larmes eussent passé pour une affectation. La comtesse était si vieille que sa mort ne pouvait surprendre personne, et l'on s'était accoutumé depuis longtemps à la regarder comme déjà hors de ce monde. Un prédicateur célèbre prononça l'oraison funèbre. Dans quelques phrases simples et touchantes, il peignit le départ final du juste, qui a passé de longues années dans les préparatifs attendrissants d'une fin chrétienne. « L'ange de la mort l'a enlevé, dit l'orateur, au milieu de l'allégresse de ses pieuses méditations et dans l'attente du fiancé de minuit. » Le service s'acheva dans le recueillement convenable.
Alors les parents vinrent faire leurs derniers adieux à la défunte. Après eux, en longue procession, tous les invités à la cérémonie s'inclinèrent pour la dernière fois devant celle qui, depuis tant d'années, avait été un épouvantail pour leurs amusements. La maison de la comtesse s'avança la dernière. On remarquait une vieille gouvernante du même âge que la défunte, soutenue par 2 femmes. Elle n'avait pas la force de s'agenouiller, mais des larmes coulèrent de ses yeux quand elle baisa la main de sa maîtresse. À son tour, Hermann s'avança vers le cercueil. Il s'agenouilla un moment sur les dalles jonchées de branches de sapin. Puis il se leva, et pâle comme la mort, il monta les degrés du catafalque et s'inclina. Quand tout à coup, il lui sembla que la morte le regardait d'un œil moqueur, en clignant un œil. Hermann, d'un brusque mouvement, se rejeta en arrière et tomba à la renverse. On s'empressa de le relever. Au même instant, sur le parvis de l'église, Lisabeta Ivanovna tombait sans connaissance. Cet épisode troubla pendant quelques minutes la pompe de la cérémonie funèbre. Les assistants chuchotaient, et un chambellan chafouin, proche parent de la défunte, murmura à l'oreille d'un Anglais qui se trouvait près de lui « Ce jeune officier est un fils de la comtesse, de la main gauche, s'entend. » À quoi l'Anglais répondit « Oh !» Toute la journée, Hermann fut en proie à un malaise extraordinaire. Dans le restaurant solitaire où il prenait ses repas, il but beaucoup contre son habitude, dans l'espoir de s'étourdir. Mais le vin ne fit qu'allumer son imagination et donner une activité nouvelle aux idées qui le préoccupaient. Il rentra chez lui de bonne heure, se jeta tout habillé sur son lit et s'endormit d'un sommeil de plomb. Lorsqu'il se réveilla, il était nuit. La lune éclairait sa chambre. Il regarda l'heure. Il était 3h moins un quart. Il n'avait plus envie de dormir. Il était assis sur son lit et pensait à la vieille comtesse. En ce moment, quelqu'un dans la rue s'approcha de la fenêtre comme pour regarder dans sa chambre et passa aussitôt. Hermann y fit à peine attention. Au bout d'une minute, il entendit ouvrir la porte de son antichambre. Il crut que son denchik, ivre, selon son habitude, rentrait de quelque excursion nocturne. Mais bientôt, il distingua un pas inconnu. Quelqu'un entrait entraînant doucement des pantoufles sur le parquet. La porte s'ouvrit, et une femme, vêtue de blanc, s'avança dans sa chambre. Hermann s'imagina que c'était sa vieille nourrice, et il se demandait ce qui pouvait l'amener à cette heure de la nuit. Mais la femme en blanc, traversant la chambre avec rapidité, fut en un moment au pied de son lit, et Hermann reconnut la comtesse. « Je viens à toi contre ma volonté, dit-elle d'une voix ferme. Je suis contrainte d'exaucer ta prière. 3, 7, As gagneront pour toi l'un après l'autre. Mais tu ne joueras pas plus d'une carte en 24 heures. Et après, pendant toute ta vie, tu ne joueras plus. Je te pardonne ma mort, pourvu que tu épouses ma demoiselle de compagnie, Lisabeta Ivanovna. » À ces mots, elle se dirigea vers la porte et se retira, entraînant encore ses pantoufles sur le parquet. Hermann l'entendit pousser la porte de l'antichambre et vit un instant après une figure blanche passer dans la rue et s'arrêter devant la fenêtre comme pour le regarder. Hermann demeura quelque temps tout abasourdi. Il se leva et entra dans l'antichambre. Son denchik, ivre comme à l'ordinaire, dormait couché sur le parquet. Il eut beaucoup de peine à le réveiller et n'en put obtenir la moindre explication. La porte de l'antichambre était fermée à clé. Hermann rentra dans sa chambre et écrivit aussitôt toutes les circonstances de sa vision. Chapitre 6. 2 idées fixes ne peuvent exister à la fois dans le monde moral. De même que dans le monde physique, 2 corps ne peuvent occuper à la fois la même place. 3, 7, As effacèrent bientôt dans l'imagination de Hermann le souvenir des derniers moments de la comtesse. 3, 7, As ne lui sortait plus de la tête et venait à chaque instant sur ses lèvres. Rencontrait-il une jeune personne dans la rue ? Quelle jolie taille, disait-il. Elle ressemble à un 3 de cœur. On lui demandait l'heure. Il répondait 7 de carreau moins un quart. Tout gros homme qu'il voyait lui rappelait un as. 3, 7 as le suivaient en songe et lui apparaissaient sous maintes formes étranges. Il voyait des 3 s'épanouir comme des magnolias grandiflora. Des 7 s'ouvraient en portes gothiques. Des as se montraient suspendus comme des araignées monstrueuses. Toutes ses pensées se concentraient vers un seul but. Comment mettre à profit ce secret si chèrement acheté ? Il songeait à demander un congé pour voyager. À Paris, se disait-il, il découvrirait quelques maisons de jeu où il ferait en 3 coups sa fortune. Le hasard le tira bientôt d'embarras.
Il y avait à Moscou, une société de joueurs riches sous la présidence du célèbre Tchebalinsky, qui avait passé toute sa vie à jouer et qui avait amassé des millions, car il gagnait des billets de banque et ne perdait que de l'argent blanc. Sa maison magnifique, sa cuisine excellente, ses manières ouvertes lui avaient fait de nombreux amis et lui attiraient la considération générale. Il vint à Pétersbourg. Aussitôt, la jeunesse accourut dans ses salons, oubliant les bals pour les soirées de jeu et préférant les émotions du tapis vert aux séductions de la coquetterie. Hermann fut conduit chez Tchebalinsky par Naroumov. Ils traversèrent une longue enfilade de pièces remplies de serviteurs polis et empressés. Il y avait foule partout. Des généraux et des conseillers privés jouaient au whist. Des jeunes gens étaient étendus sur les divans, prenant des glaces et fumant de grandes pipes. Dans le salon principal, devant une longue table autour de laquelle se serraient une vingtaine de joueurs, le maître de la maison tenait une banque de pharaon. C'était un homme de 60 ans environ. D'une physionomie douce et noble, avec des cheveux blancs comme la neige, sur son visage plein et fleuri, on lisait la bonne humeur et la bienveillance. Ses yeux brillaient d'un sourire perpétuel. Naroumov lui présenta Hermann. Aussitôt, Tchekalinsky lui tendit la main, lui dit qu'il était le bienvenu, qu'on ne faisait pas de cérémonie dans sa maison, et il se remit à tailler. La taille dura longtemps. On pontait sur plus de 30 cartes. À chaque coup, Tchekalinsky s'arrêtait pour laisser aux gagnants le temps de faire des parolies, payait, écoutait civilement les réclamations, et plus civilement encore faisait abattre les cornes qu'une main distraite était permise. Enfin, la taille finit. Tchekalinsky mêla les cartes et se prépara à en faire une nouvelle. « Permettez-vous que je prenne une carte » dit Hermann, allongeant la main par-dessus un gros homme qui obstruait tout un côté de la table. Tchekalinsky, en lui adressant un gracieux sourire, s'inclina poliment en signe d'acceptation. Naroumov complimenta en riant Hermann sur la fin de son austérité d'autrefois et lui souhaita toutes sortes de bonheur pour son début dans la carrière du jeu. « Va » dit Hermann, après avoir écrit un chiffre sur le dos de sa carte. « Combien » demanda le banquier en clignant des yeux. « Excusez, je ne vois pas. »« 47 000 roubles, dit Hermann. À ces mots, toutes les têtes se levèrent. Tous les regards se dirigèrent vers Hermann. « Il a perdu l'esprit, pensa Naroumov. »« Permettez-moi de vous faire observer, monsieur, dit Tchekalinsky avec son éternel sourire, que votre jeu est un peu fort. Jamais on ne ponte ici que 275 roubles sur le simple. »« Bon, dit Hermann, mais faites-vous ma carte, oui ou non ?» Tchekalinsky s'inclina en signe d'assentiment. « Je voulais seulement vous faire observer, dit-il, que bien que je sois parfaitement sûr de mes amis, je ne puis tailler que devant de l'argent comptant. Je suis parfaitement convaincu que votre parole vaut de l'or. Cependant, pour l'ordre du jeu et la facilité des calculs, je vous serai obligé de mettre de l'argent sur votre carte. » Hermann tira de sa poche un billet et le tendit à Tchekalinsky, qui, après l'avoir examiné d'un clin d'œil, le posa sur la carte de Hermann. Il tailla, à droite 20 un 10, à gauche un 3. « Je gagne » dit Hermann en montrant sa carte. Un murmure d'étonnement circula parmi les joueurs. Un moment, les sourcils du banquier se contractèrent, mais aussitôt son sourire habituel reparut sur son visage. « Faut-il régler » demanda-t-il au gagnant. « Si vous avez cette bonté. » Tchekalinsky tira ses billets de banque de son portefeuille et paya aussitôt. Hermann empocha son gain et quitta la table. Naroumov n'en revenait pas. Hermann but un verre de limonade et rentra chez lui. Le lendemain, au soir, il revint chez Tchekalinsky, qui était encore à tailler. Hermann s'approcha de la table. Cette fois, les pontes s'empressèrent de lui faire une place. Tchekalinsky s'inclina d'un air caressant. Hermann attendit une nouvelle taille, puis prit une carte sur laquelle il mit ses 47 000 roubles, et en outre le gain de la veille. Tchekalinsky commença à tailler. Un valet sortit à droite, un 7 à gauche. Hermann montra un 7. Il y eut un « Ah !» général. Tchekalinsky était évidemment mal à l'aise. Il compta 94 000 roubles et le remit à Hermann, qui les prit avec le plus grand sang-froid, se leva et sortit aussitôt. Il reparut le lendemain, à l'heure accoutumée. Tout le monde l'attendait. Les généraux et les conseillers privés avaient laissé leur whist pour assister à un jeu si extraordinaire. Les jeunes officiers avaient quitté les divans. Tous les gens de la maison se pressaient dans la salle. Tous entouraient Hermann.
À son entrée, les autres joueurs cessèrent de ponter dans leur impatience de le voir, aux prises avec le banquier qui, pâle mais toujours souriant, le regardait s'approcher de la table et se disposait à jouer seul contre lui. Chacun d'eux défiait à la fois un paquet de cartes. Tchekalinski coupa, puis il prit une carte et la couvrit d'un monceau de billets de banque. On eût dit les apprêts d'un duel. Un profond silence régnait dans la salle. Tchekalinski commença à tailler. Ses mains tremblaient. À droite, on vit sortir une dame. À gauche, un as. « L'as gagne, dit Hermann, et il découvrit sa carte. « Votre dame a perdu, dit Tchekalinski d'un ton de voix mielleux. Hermann tressaillit. Au lieu d'un as, il avait devant lui une dame de pique. Il n'en pouvait croire ses yeux et ne comprenait pas comment il avait pu se méprendre de la sorte. Les yeux attachés sur cette carte funeste, il lui sembla que la dame de pique clignait de l'œil et lui souriait d'un air railleur. Il reconnut avec horreur une ressemblance étrange entre cette dame de pique et la défunte comtesse. « Maudite vieille !» s'écria-t-il épouvanté. Tchekalinski, d'un coup de râteau, ramassa tout son gain. Hermann demeura longtemps immobile, anéanti. Quand enfin il quitta la table de jeu, il y eut un moment de causerie bruyante. « Un fameux ponte !» disaient les joueurs. Tchekalinski mêla les cartes et le jeu continua. Conclusion. Hermann est devenu fou. Il est à l'hôpital d'Obukhov, le numéro 17. Il ne répond à aucune question qu'on lui adresse, mais on l'entend répéter sans cesse « 3, 7, as, 3, 7, dame ». Elisabetta Ivanovna vient d'épouser un jeune homme très aimable, fils de l'intendant de la défunte comtesse. Il a une bonne place et c'est un garçon fort rangé. Elisabetta a pris chez elle une pauvre parente dont elle fait l'éducation. Tomski a passé chef d'escadron. Il a épousé la princesse Pauline. Et voilà pour cette lecture de cette nouvelle fantastique. J'espère que ça t'a plu, que tu aimes bien ce format. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment tu as vécu ce moment, si tu as apprécié, puis si tu veux qu'il y en ait d'autres. Et si oui, est-ce que tu as des idées ou des préférences de lecture? Est-ce qu'il faut garder ce format-là ou est-ce qu'il faut découper pour que ce soit des vidéos plus petites et donc que la lecture se fasse en plusieurs parties? Voilà, écoute, j'attends tes retours et en tout cas, moi ça m'a fait bien plaisir de lire La Dame de Pique. Je te dis à très bientôt, que le plaisir de lire soit avec toi.